de vue, nous discutons aujourd'hui de l'impact économique de la deuxième vague de Covid-19 et aux mesures de résilience à envisager le cas échéant. Et pour discuter de ce sujet d'actualité, nous sommes en ligne et en direct avec le professeur Mounirou Ndiaye, économiste enseignant à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Professeur, bonjour. Professeur Mounirou Ndiaye, bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes également avec M. Habib Ndao, économiste et financier. Bonjour M. Ndao. Bonjour Suleiman. Alors très bien, professeur Mounirou Ndiaye, d'abord au vu de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal avec son lot de nouvelles contaminations et malheureusement de décès également et de cas graves, doit-on revoir nos prévisions, notamment de croissance à la baisse? Doit-on revoir nos hypothèses de base et nos ambitions économiques d'après vous? Permettez-moi d'abord de profiter de cette tournée pour souhaiter mes meilleurs vœux au peuple sénégalais. Merci. Je souhaite pour eux que l'année 2021 soit une année meilleure que l'année 2020, beaucoup meilleure quand même, sur le plan sanitaire, sur le plan de la quiétude, vraiment sur le plan économique également. Je pense que nous sommes partis quand même pour une révision en profondeur des prévisions, parce que l'état d'urgence et le couvre-feu ont été, je ne sais pas si c'est l'état d'urgence ou le couvre-feu. Je suis pas les deux, hein, c'est l'état d'urgence assorti de couvre-feu. Effectivement, voilà. Donc je pense que nous sommes partis quand même pour des lendemains assez sombres qui ne sont pas maîtrisables. Mais il faut d'abord tirer les bilans de ce qui s'est passé durant l'année 2020, durant laquelle du moins au 30 novembre 2020, on a vu que le déficit du Sénégal a atteint presque 1200 milliards de francs CFA, en 2019, le déficit était à 587 milliards, rappelez-vous. Donc le déficit a été plus que doublé. Les prévisions sur lesquelles le gouvernement s'est basé pour ficeler le budget de 2021, vous avez vu qu'il y a un déficit public qui va passer de 3%. Parce que le déficit était attendu à 3% en 2020, et le Sénégal allait atteindre quand même le plafond, allait respecter le plafond communautaire. Nous sommes partis de près de 7% en 2012. Le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour que le déficit soit ramené à 3%. Nous voyons donc aujourd'hui que le déficit prévu pour 2021, pour 2020 du moins, c'est 6,5%. La dette publique qui était attendue à moins de 55%, chiffrée à 66% environ. Pour vous dire simplement que le Sénégal est reparti dans des situations quand même indépendantes de la volonté du gouvernement, mais qui font quand même un peu tiquer. Et si aujourd'hui on parle de deuxième vague, quand même, il faudrait essayer de revoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'année 2021, le gouvernement a pu quand même faire un montage budgétaire qui prévoit des dépenses de presque 4 500 milliards, avec des recettes qui ont dépassé les 3 000 milliards. Vous voyez donc, même si le déficit public est prévu, la signature du Sénégal n'est pas encore très dégradée. Le gouvernement également a lancé un système de recouvrement à moyen terme qui va permettre quand même d'améliorer le recettes public de 0,3% chaque année. C'est le minimum qui est prévu. Pour vous dire simplement que pour le moment, on ne parle pas de confinement, on ne parle pas de restrictions sur le plan économique. Pour le moment, les signaux sont acceptables et que le Sénégal... D'ailleurs, il faut savoir que le Sénégal également est un pays à revenu intermédiaire de la transfrontière. On a pensé que le Sénégal allait perdre cette place-là, mais il n'y a pas de risque. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on ne doit pas descendre au niveau des pays les moins avancés, disons. Exactement. Il faut un revenu minimum par habitant de $1 036. Le Sénégal est à $1 450. Donc, il y a de faibles risques pour que le PIB du Sénégal donc va se rétrécir de 0,7%. Il y aura moins 0,7% de croissance. Mais aujourd'hui, les perspectives de récolte sur le plan agricole permettent de tabler sur 1,1% de croissance. Donc il y a de faibles risques pour que le Sénégal quand même soit dégradé, descende dans un niveau de revenu par habitant qui va être inférieur à 1300. Merci professeur, je reviendrai à vous tout à l'heure. En attendant, je voudrais introduire M. Habib Ndao. Vous l'avez entendu, l'une des hypothèses de base de la confection du budget, mais aussi des prévisions économiques, voire sociales,
pour l'année 2021, c'était deux choses. C'était un meilleur contrôle de l'épidémie de Covid-19 et les bonnes récoltes qu'on a connues cette année, en tout cas le bon hivernage qu'on a eu. Or, sur le front de la lutte contre le Covid, même si on attend bien naturellement le vaccin dans les mois à venir, la situation actuelle est très très inquiétante. Est-ce que cela aura un impact économique, voire social? Aura-t-on besoin de réajuster encore une fois notre plan d'action prioritaire et éventuellement aura-t-on besoin de lancer un nouveau plan de résilience économique et sociale d'après vous? Je vous remercie juste pour rassurer l'ensemble des Sénégalais. Le PAP 2A a été élaboré sur la base d'hypothèses pessimistes et d'hypothèses optimistes, en prenant en compte la situation normale et situation avec incertitude. Cependant, on part de l'hypothèse que les fondamentaux économiques sont très solides. Notre économie a une capacité de résilience qui a été prise en compte dans le PAP 2A parce que tout simplement nous avons eu une croissance continue depuis le lancement du PSE en 2014. Donc cette capacité d'adaptation du programme a prévu même les chocs exogènes, au-delà, pas seulement sanitaires, c'est-à-dire les chocs, par exemple, la crise énergétique, le cas échéant, comme vous l'avez dit, et nous avons des facteurs importants, parce que le président République a commencé par dire que tous les grands projets seront maintenus. Je suis en train de m'expliquer pourquoi on peut atteindre la croissance prévue initialement dans le PAP 2A. Pourquoi? Pour une raison bien simple. La première chose, c'est que tous les grands projets déjà financés, ficelés, financés et en cours d'exécution seront maintenus. Ça, c'est déjà... Parce qu'en fait, cette croissance sera toujours tirée par... Par la demande intérieure de l'État, effectivement. Voilà, par l'État. Donc, vous parlez de demande intérieure, vous me permettrez de préciser que le déficit budgétaire va être creusé davantage, volontairement, pour faire face, pour que la croissance ne soit pas impactée. Ça, c'est un. Et il faut considérer que l'agriculture, après les projets du chef de l'État, l'agriculture, nous avons été très prévenants en augmentant de 40 milliards à 60 milliards les intrants, etc., la préparation de la campagne agricole. De la campagne agricole. Donc, étant donné que c'est un secteur qui n'est pas fort impacté, parce qu'il y a des secteurs à impact modéré, comme l'agriculture, la pêche, et des secteurs tout à fait qui seront impactés, comme le tourisme et le transport aérien. Mais étant donné que la croissance est basée sur, déjà, l'agriculture, les investissements publics, nous avons aussi lancé les réformes, c'est-à-dire qu'on a associé le secteur privé national, parce qu'on avait bien dit à l'origine un développement endogène porté par un secteur privé fort. Et avec cette construction justement de la centrale de 300 MW entièrement sénégalaise, avec la plateforme logistique pétrolière confiée à des Sénégalais qui est en cours de mise en œuvre, avec le port de Ndayane, 840 millions de dollars. Donc, nous allons maintenir le déficit, le gouvernement va maintenir le déficit budgétaire, parce qu'encore une fois, tous les pays, tous les économistes reconnaissent que bon, les critères, les plafonds peuvent être crevés parce qu'on est en situation exceptionnelle. La dette, on va continuer le cycle d'endettement, rien ne s'y oppose, parce que tout simplement, pour faire face à cette guerre, à cela s'ajoutent les réformes. Le président a lancé les réformes, ont commencé. Vous avez vu récemment la volonté de mutualiser tous les actifs bancaires, évidemment, mettre la BNDE, la LBA, DER, FONGIP, FONSIS, etc., CDC, pour permettre au secteur privé et au secteur informel plus précisément d'avoir un accès plus facile au crédit.
les agropoles du Sud sont déjà très bien avancées. Les zones économiques exclusives. Je parle de choses concrètes qui vont pouvoir soutenir la croissance espérée malgré la pandémie. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de refaire le PAP 2A parce que par exemple, les investissements initialement prévus dans le PAP 2A, dans la première vague, par exemple l'achat des respiratoires, la réhabilitation des centres hospitaliers, etc. C'était déjà un investissement qui est là, on ne va pas le renouveler. Donc dans la première vague, tous les investissements qui ont été faits nous protègent continuellement dans la deuxième vague. Sur le plan économique, je vous ai expliqué pourquoi la croissance est assurée. Tout à fait. On vous a bien compris là-dessus. Professeur Mounirou Ndiaye, il faut se projeter sur l'avenir plus ou moins lointain. Comment justement combler ce gap, réparer la vulnérabilité de nos économies, en particulier de l'économie sénégalaise, à ce genre de choc pour l'avenir. Peut-être que pour cette année et les années à venir, on peut encore... Mais comment faire pour que de tels chocs n'aient pas un impact aussi important sur nos économies à l'avenir? Moi, je pense nous sommes tous derrière le président de la République. Hein. Nous soutenons la situation est assez inédite, la situation est spéciale. Nous soutenons tout ce qu'il est en train de faire, le PAP 2A qui véritablement est le PAP de ajuster, accélérer. Le PAP 2 rechercher un financement de 14 700 milliards. Voilà, maintenant, bon, c'est vrai qu'au bout de 2 ans d'exécution jusqu'en 2020, 2019, 2020, peut-être que le gouvernement est en train de chercher entre 9 000 et 10 000 milliards pour le PAP 2A, 12 000 milliards. Mais tout ceci est à la portée donc des ressources budgétaires du Sénégal. C'est vrai que aujourd'hui, personne ne peut faire de prévisions exactes parce que la pandémie n'a pas encore été cernée. Il y a des deuxièmes vagues, on parle même de reconfinement. Dans beaucoup de pays européens, il y a eu la récession. Nous avons la chance quand même d'avoir une récolte exceptionnelle cette année, d'avoir une saison agricole quand même assez prometteuse qui fait qu'aujourd'hui... Mais il faudrait être très prudent. C'est vrai que dans le PAP 2A, ce qui est prévu, c'est une croissance de 7,2% pour 2021, une croissance de 8,7% pour 2022 et, Inch'Allah, une croissance de 13,7% en 2023. Vous voyez, donc c'est une croissance cumulée assez importante. Avec l'exploitation des ressources nous ne pouvons pas pour le moment, effectivement, nous ne pouvons pas pour le moment. Je pense que le gouvernement doit travailler sur des perspectives de croissance hors recettes et pétrolières. Parce que si vous regardez bien le PIB en 2022 et le PIB prévu en 2023, ouais, vous allez voir que donc il y a un peu des recettes pétrolières et gazières qui vont entrer en jeu, qui vont être là. C'est vrai que avec tout ce que le gouvernement du Sénégal prévoit comme investissement, comme effort pour faire participer le secteur privé, rappelez-vous que dans le PSE, la phase 1 du PSE, le défaillant du secteur privé national qui a été absent dans les financements. Le gouvernement maintenant a dévoilé une nouvelle stratégie dans le cadre des PPP pour pouvoir les faire donc participer. Dans le cadre des idées également, le gouvernement entend faire d'autres efforts. Voyez, tous ces efforts-là vont relever le PIB en volume. L'élément du PIB en volume, effectivement, va signifier que le déficit public va baisser dans les prochaines années. La dette publique va baisser en pourcentage dans les prochaines années. Et maintenant, c'est hors effet Covid, parce que nous ne maîtrisons pas la situation pour le moment. Très bien, merci. Voilà. Merci beaucoup, professeur Mounirou Ndiaye, économiste, enseignant à l'université Iba Der Thiam de Thiès, et Habib Ndao, économiste et financier. Bien naturellement, on vous retrouve tous les deux dans l'édition en Wolof et ce sera l'occasion de discuter davantage des secteurs les plus touchés, notamment l'industrie touristique, les hôtels, la restauration, l'aviation civile, etc. Merci à tous les deux encore une fois. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et qui m'a aidé à vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, Abdoulaye Diop à la mise en onde, au studio de production à l'UNBA, Yacine Pouy à la digitalisation et Papomar Diaw à la régie d'antenne. Retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye à 13h pour le Grand Journal en Wolof. Tout de suite à la présidence. Il me reste à vous souhaiter une excellente suite des programmes.